Vous écoutez Chef, le premier podcast qui vous fait découvrir l'histoire personnelle, la vie des plus grands noms de la gastronomie française. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef qui nous emmène sur les rives du lac d'Annecy. Je débarque à l'auberge du Père Bise pour rencontrer le chef Jean Sulpice. Je suis en avance et forcément, je suis happé par le panorama. Face à moi, un ponton couvert d'un petit toit sur lequel on lit le nom du village de Talloires. Devant moi le lac, majestueux, et tout autour, les montagnes qui se dressent comme un écrin. Alors que je reviens sur mes pas pour me rendre au restaurant, j'entends chantonner et je vois descendre à grande vitesse un homme sur son VTT. Je reconnais sa silhouette et son attitude dit tout de lui. Jean Sulpice est à fond, Jean Sulpice est chez lui et de sa montagne, il descend pour rejoindre sa cuisine. Quelques minutes plus tard, nous nous asseyons auprès d'une baie vitrée qui nous offre la plus belle vue qui soit et face à moi, ce qui se révélera comme une forme de synthèse. Il y a ce lac, ces montagnes et l'homme qui porte en lui tout cet héritage. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef, et je vous invite maintenant à découvrir l'histoire d'un homme qui tient à faire parler sa terre. Des chefs qui disent vouloir faire entendre leurs racines, j'en ai rencontré, mais je peux vous dire que l'expérience ici prend une toute autre dimension. Découvrir la cuisine de Jean Sulpice dans son environnement est sans commune mesure. Quand les plats défilent sous vos yeux, en bouche, vous avez littéralement la sensation de déguster ce qui s'offre à votre vue. Une expérience d'essence bouleversante, qui après avoir découvert l'histoire de l'homme rend le moment inoubliable. L'émotion inédite. Voici donc l'histoire d'un homme qui depuis toujours cherche à faire vibrer sa terre, un homme qui jongle sans cesse avec deux mots, effervescence et émerveillement. Voici l'histoire de Jean Sulpice. Je suis né dans un tout petit village, dans une montagne qui est juste au-dessus du lac du Bourget, pour pas citer le nom, c'est Barbizet. Juste aussi dessous le col de l'Épine. Et je suis né dans cet environnement avec aussi un monde un peu d'agriculture où le matin pour aller à l'école, on était coincé derrière un troupeau de vaches qui sortait de la traite. Quand c'était la saison aussi des pommes ou des pêches, on allait prendre notre vélo et puis on allait cueillir un fruit à maturité ou des cerises. Quand avec les copains on se retrouvait pour faire des cabanes dans la grange de foin, voilà quoi. Donc c'est un environnement hyper naturel et sain et simple, sans aucune agressivité quoi. J'ai toujours été un peu un garçon qui observait beaucoup la vie et qui aimait regarder aussi bien la nature que des personnalités qui m'inspiraient, où j'avais envie d'être comme eux. Un garçon qui aimait bien la vie aussi. Voilà. Quand je dis bien la vie, c'est aimer voir les gens être heureux. J'aime les gens en fait. Je suis quelqu'un qui aimait être au contact des gens, d'être dans un environnement où il avait souvent des choses qui étaient organisées pour rassembler du monde. Il ressemble à quoi cet environnement et qui sont ces gens dont vous parlez ? J'ai la chance d'être grandi dans un univers d'hôtellerie-restauration parce que mes grands-parents étaient dans cet environnement-là. Ils tenaient 2 hôtels-restaurants en face de la gare d'Aix-les-Bains. Je voyais mes grands-parents qui vivaient dedans, c'était toute leur vie. Et puis moi j'étais dans leur jupon et dans la cave je faisais ce qui était marrant, c'est que cette cave, on en avait même un peu peur d'aller jusqu'au bout de la cave parce que c'était un endroit un peu sombre, qui était assez curieux. Donc on se disait même
quand on était avec les cousins et les cousines, est-ce qu'on est chiche d'aller jusqu'au bout? C'était un terrain de jeu. C'était un terrain de jeu aussi pour essayer de se dépasser, surpasser, pour aller combler cette peur. Voilà, c'était juste une cave. Et puis quand on traversait les cuisines, c'était effervescence, de voir cette fourmilière qui œuvrait pour rendre heureux des gens, parce que quand on allait dans la salle du restaurant, on voyait cette fête. Et puis quelque chose que j'appréciais beaucoup aussi, c'était l'accueil du client. Le client qui arrivait avec ses valises et on lui montait ses valises dans l'ascenseur, on ouvrait la porte de l'ascenseur et puis on lui faisait découvrir sa chambre. Et je me souviens, c'était voilà, on ouvrait pas les volets mais les rideaux pour faire entrer la lumière dans cette chambre. On présentait la chambre. C'est tout cet accueil qui m'a toujours plu. Et moi j'étais tout petit en observation de tout ça et j'ai grandi, mûri dans tout ça. Et pour moi c'est un jeu, c'est pas un travail quoi. C'est naturel chez moi d'être là, de représenter mon enfance à travers mon univers. À aucun moment on m'a mis la pression de prendre possession d'un métier par obligation parce que tes grands-parents le faisaient. Donc j'ai jamais été pollué par ça et vos parents ils vous poussent pas là-dedans? Non. Et je pense que naturellement j'ai eu le virus en fait. J'ai vu l'évolution de ça, mais mes parents aussi qui étaient entrepreneurs, qui ont toujours été très dynamiques pour entreprendre. Et puis mon frère, très jeune, qui a été sportif de haut niveau et qui est rentré dans une évolution de cycliste, école de cyclisme, donc tous les week-ends, tous les mercredis, c'était entraînement, le soir entraînement, les week-ends la compétition, donc j'ai vu cette évolution et puis on l'a accompagné. Donc je suis né dans cet environnement d'hôtellerie, de monde de sportifs de haut niveau, et puis moi qui adorait la nature. Et donc naturellement j'ai été baigné dans tout ça et à aucun moment j'ai voulu soit devenir un sportif de niveau, soit devenir un hôtelier restaurateur. L'école, ça n'a jamais été trop mon... Mais c'est ce que j'allais dire, et du coup, qu'est-ce qu'on fait de l'école dans ce cas-là? Parce que là, pour le coup, le quotidien, c'est celui-là. J'étais tellement émerveillé par ma jeunesse où, elle était très active, ma jeunesse, avec beaucoup de... j'étais émerveillé d'être dans cette terrain de jeu et de voir l'évolution de mes grands-parents, mes parents, mon frère. Ça, c'est une manière de dire que l'école, c'était chiant, non? En fait, on avait une vie hyper dynamique et puis on s'ennuyait pas. Donc quand j'arrivais à l'école où fallait me demander d'être assis sur une chaise, d'écouter, c'était pour moi une difficulté d'être au milieu de tout le monde, de faire comme tout le monde. Et en fait, c'est quelque chose que je sais pas faire, de faire comme tout le monde. Voilà, je suis pas un personnage à lire une recette ou un registre et puis de le répéter, quoi. Voilà, je veux me l'affranchir, je veux mettre les ingrédients qui me passionnent. Et donc du coup, à cet âge-là, quand on grandit, quel ingrédient on a envie de mettre dans sa vie? On voit que ça va pas se faire sur les bancs de l'école. Et donc, à partir de quand on se dit je vais prendre telle voie? En fait, j'ai pas trop de souvenirs. Ça, ce que j'ai souvenir, c'est que effectivement,
je crois que elle avait quelques soucis de mes parents ou de mon entourage, je veux dire, mais qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Et comme j'étais le petit dernier de la famille, et que mon frère était tellement dans l'évolution de, peut-être, hein, après je sais pas. En tout cas, il avait pris une voie. Il avait pris une voie très jeune, qui était la voie de l'excellence, de la compétition. Tout était concentré autour de lui. Et puis, moi, j'étais un peu protégé de tout ça et je me donnais le temps de choisir, et même, j'avais pas envie forcément de choisir quelque chose. Et puis un jour, quand j'ai commencé à prendre un petit peu ma liberté, naturellement, je me suis retrouvé à faire des stages en 3e dans des cuisines. Et là, ça a été la révélation. Retrouver le plaisir de manipuler des produits vivants, de voir cette ambiance de mise en place, de service. Moi, je me souviens d'un premier stage où c'était une restauration très classique d'un hôtel. On faisait que des salades, des omelettes, des choses très très simples. Mais c'était fabuleux de voir cette effervescence du service. Là, vous retrouvez ce que tout vous s'est aviez remis vu en enfant, place ouais. dans mon imaginaire d'adolescent. Et là, je me suis dit, mais en fait, toutes les images que j'avais de mon adolescence, j'arrivais à les retranscrire et je me retrouvais un peu dans le presque comme si c'était un film que j'étais en train de réaliser, quoi. J'étais réalisateur de quelque chose, quoi. Et donc, en fait, naturellement, je me suis senti émerveillé et encouragé de faire ça. Et je prenais des bonnes sensations. Et j'en avais pas peur. Et rapidement, j'ai voulu évoluer là-dedans. Et après, j'ai fait... je pense que c'est aussi l'excellence que mon frère m'a transmis à travers sa compétition, à travers son chemin de sportif de haut niveau. J'ai voulu aller découvrir l'hôtellerie gastronomique. Et donc, je suis allé faire un stage dans un restaurant étoilé. Et là, très rapidement aussi, la hiérarchie, l'effervescence de l'excellence, là, ça a fait sens. Ça vous a pas intimidé? Non, au contraire, ça a fait un sens de dire. Alors aujourd'hui, je pense que je peux m'exprimer parce que si j'en suis là, je pense que c'est une combinaison de toute mon éducation, de mon chemin de vie qui m'a porté à vouloir faire de la gastronomie, par vraiment, comme je vous l'ai dit, de mon frère qui était dans un monde sportif de haut niveau, et puis mes grands-parents qui s'exprimaient naturellement dans un joli métier. Puis à l'époque, c'est des métiers qui étaient pas d'une misère. En fait, tu passais ta vie dedans, quoi. C'était matin, midi et soir, tout le temps. Tu vivais pour ce métier-là, quoi. Et il était pas très valorisé aussi. Il était pas très valorisé, mais à l'époque, la vie c'était le travail, hein, donc c'était pas demi-mesure. Et donc, quand je me suis retrouvé dans cette cuisine avec un chef étoilé qui était opaque et qui validait toutes les assiettes avec la moindre petite salade, je m'en souviens à l'époque, on faisait une salade d'endive qui était dressée comme une fleur d'endive avec une salade de noix, une vinaigrette avec de l'huile de noix dedans, des petites herbes qui étaient posées dessus, du bleu de terre mignon à l'époque. Voilà, quoi, ça prenait sens, ça prenait... Qu'est-ce qui vous parle dans cette salade d'endive? C'est le fait que ce soit tout simple et qu'on en fasse quelque chose? Non, ce qui me dérange, c'était déjà la manière qu'on disposait les endives, la vinaigrette qui était à l'époque, mettre de l'huile de noix, voilà, c'était une vinaigrette où le chef le goûtait, fallait faire attention à l'assaisonnement, prêter beaucoup d'attention à l'assaisonnement. On disposait 5 morceaux de bleu et pas 8 morceaux de bleu. C'est pensé. Voilà, c'était pensé, c'était réfléchi, c'était analysé. Quand tu posais l'assiette au passe, le chef
tournait l'assiette avec son torchon pour vérifier les taches au bord de l'assiette. Et s'il disait enlever à la salle, c'est-à-dire que l'assiette a été conforme pour que le client puisse la déguster. Et donc, il avait tout un processus de vérification, d'excellence, de finesse. Waouh! Puis quand j'allais dans les frigos, il y avait des produits partout. Sur le fourneau, il y avait des casseroles de partout. Tout le monde était là, c'était un vrai bal. Et je revoyais un peu l'activité, que ce soit professionnelle de mes grands-parents ou personnelle aussi de mon frère. Quand il préparait son sac pour être dans une compétition, il mangeait 5 heures avant sa compète. Tout était ordonné, orchestré pour que l'heure du départ, top, c'est parti. Et maintenant, c'est la concentration. Et en fait, ça, je pense que naturellement, en fait, tout s'est mis en marche chez moi et je me suis lancé dans l'excellence de la gastronomie. Et puis, une fois que j'ai fini ce stage, je suis allé voir le chef. Je dis, en fait, j'étais en 3e. L'école, c'était pas mon truc et je voulais travailler. Je voulais aller m'exprimer de mon métier. Et je lui dis, j'aimerais faire un apprentissage. Est-ce que vous pouvez me prendre ? Et il me dit, moi, j'ai pas de place. Mais va voir mon beau-frère qui a une étoile Michelin et il a peut-être encore une place pour un apprenti. Et je suis rentré dans cette 2 ans d'apprentissage dans cette très belle maison familiale où j'ai appris toutes les bases de la cuisine. Et puis voilà quoi, c'est le début de mon entraînement, le début de mon chemin de vie. C'est exécuté ici et j'ai mis toutes les chances de mon côté pour apprendre mon métier et créer cette effervescence, quoi. Quand tu arrives dans une brigade, que tu rentres et que tu connais pas ton métier, tu t'aperçois que ton geste, il est pas forcément naturel. Et quand tu entres dans une brigade, il faut arriver à prendre le temps parce que tu fais des erreurs et au début, t'es un boulet, tout simplement. Et pour pas être un boulet et pour arriver à gravir les échelons d'une brigade, donc c'est de commis, quoi. Avant d'être commis, c'est apprenti, commis, demi-chef de partie, chef de partie, second. Et donc, il y a quand même des hiérarchies à passer. Et puis, là aussi, la connaissance des produits, la connaissance des sauces, l'expérience, et ça, c'est avec la pratique que tu l'apprends, quoi. Mais cette pratique, c'est encore une fois de plus, c'est quand je voyais mon frère s'entraîner, se répéter. En fait, ça a été toutes ces années où il est pas arrivé premier de sa catégorie comme ça du jour au lendemain. C'est qu'il a eu tout un travail qui a été fait. Donc j'ai bien pris conscience que il fallait travailler, il fallait aussi appliquer une rigueur. Qu'est-ce que c'est une rigueur ? Ça, la rigueur, on te l'apprend pas dans la vie. Et quand tu rentres dans une brigade, la rigueur, elle est sur toi, c'est-à-dire sur une tenue vestimentaire. Moi, je me souviens que au tout début, on te donne un tablier, un torchon, et puis mon maître d'apprentissage, il dit regarde, je me regarde ton tablier, il est tout sale. C'est pas comme ça, mon petit. La cuisine, il faut toujours être propre, faut travailler, faut être ordonné. Et donc voilà, jusqu'à ça aussi, avoir une veste propre, avoir des chaussures propres, voilà quoi, d'arriver pas à l'heure au travail, mais faut arriver avant d'être à l'heure du travail. Donc ça veut dire faut arriver 5, 10, 15 minutes avant, quoi. Parce que quand t'es juste à l'heure, t'es pas à l'heure. Ouais, c'est drôle. Et donc en fait c'est tout un processus. Et ça c'est pareil, quoi. Cette excellence, quand tu dois l'apprendre, c'est dur, quoi. Ouais. C'est dur. Et en fait moi tout s'est mis naturellement en marche
par mon éducation, par cette effervescence que j'ai eue. Et très rapidement, j'ai pris du plaisir et j'ai voulu gravir les sommets. Et la rigueur, c'était pas un obstacle, c'était un cadre et il permettait de justement d'aller vers je l'avais pas la rigueur en fait, mais en fait mais c'était pas une crainte, je veux dire, l'adopter c'était presque ça faisait partie du jeu. En fait, je me suis dit si t'appliques pas cette rigueur, ça sera un échec. Ouais. Voilà quoi. Parce que quand tu fais une recette, tu la commences pas à l'envers la recette. Et donc ça fait partie de la rigueur. Et donc, il faut mettre en application toutes les processus pour pouvoir exécuter une recette comme ton chef le veut. Parce que aussi, ce qui est très intéressant quand tu fais de la cuisine, c'est qu'au début, tu dois comprendre la cuisine des autres. Pour comprendre et un jour réaliser ta propre cuisine, c'est d'apprendre la cuisine des autres, quoi. Et ça, c'est un chemin qui est super intéressant, quoi. Parce qu'il faut comprendre la cuisine de ton chef, pourquoi il veut la faire comme ça, pourquoi il veut une cuisine gourmande, pourquoi il veut que ça soit croustillant, pourquoi, voilà. Et la cuisine, c'est quelque chose de très personnel, quoi. Et quand un chef construit une brigade autour de lui, il forme sa brigade pour pouvoir exécuter sa cuisine, quoi. Quand j'ai commencé mon apprentissage, ça a été quand même quelque chose de très très fort émotionnellement parce que j'ai commencé en 95 et en 95, mon frère a un grave accident et en championnat du monde de Bogota et il devient paraplégique. Donc là, je me retrouve un petit peu seul. Avec mes parents bouleversés, un choc émotionnel très très fort dans ma famille. Et là, je me retrouve un petit peu comme dans un cocon au tout début d'un chemin professionnel. Et je suis livré à moi-même. Et là, je me dis que en fait, ma vie, elle se joue là, quoi. Et j'ai pas le droit de rentrer dans un échec, quoi. Il avait sacrifié son adolescence pour devenir un jour champion du monde, champion olympique. Et là, tout s'arrête du jour au lendemain, quoi. Et donc, moi, je me retrouve dans ce métier, dans une belle maison familiale. Et là, c'est là, à ce moment-là, que je dis, en fait, tout se joue là et je dois rien laisser au hasard. Et j'ai voulu saisir ma chance, quoi. Donc, au début, j'ai fait 2 ans d'apprentissage. Moi qui étais nul à l'école, par magie, par chance ou je sais pas quoi, mais j'ai été sélectionné pour passer le meilleur apprenti. Et puis j'ai évolué, je suis arrivé à avoir mon CAP. Et puis un jour, je regarde une émission et puis je tombe sur Marc Vera qui venait d'avoir sa 3e étoile. Là, regarde, là, celle-là. Alors tu vois, ne pas confondre. Ça, c'est l'oseille. Cet homme charismatique de la région qui revendiquait les produits de son territoire, qui revendiquait la nature, une cuisine complètement excentrée et décalée de ce qu'on pouvait connaître dans les années 98-95. Et là, les yeux grands ouverts sur la télé, et puis une envie de découvrir ce personnage, ses cuisines, de rentrer dans sa brigade. J'envoie un CV. Et dans la chambre de mon frère, il avait un papier bleu dégradé. Et puis, je demande à ma maman de m'aider de faire un CV, d'envoyer le CV à Marc Vera. Et sur pourquoi j'ai envoyé le CV? La Maison Bleue. J'ai envoyé le CV sur Maison Bleue, ce qui m'avait un peu étonné. C'est cette maison qui était bleue. Et je me suis dit, de toute façon, il est médiatisé. Pour retenir son attention parmi une pile de CV qu'il doit recevoir, chanter un chef créatif. Et je me dis, peut-être que s'il reçoit un CV différent des autres, peut-être ça va lui attirer son attention, quoi.
ma mère, elle me dit mais ça se fait pas. C'est pas comme ça qu'on a un CV, ça se fait un papier blanc. Moi, j'ai envie de le faire, je le fais. Donc un CV bleu arrive chez Marc Alors, Vera. il n'était pas bleu-bleu, il était bleu dégradé. C'est-à-dire qu'il commençait par le blanc et il finissait par un bleu dégradé de plus en plus foncé. Et je sais pas, ce papier, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça m'a donné ça m'a donné envie de le faire et j'ai voulu le faire. En plus, par chance, le bleu, c'est ma couleur préférée. Bon, ben voilà. Et ça a marché. Et puis ça a marché, Marc Vera m'appelle. Et alors là, la voix qui tremble, de lui répondre. Puis il me demande de venir me présenter. Alors je dis bien sûr, je lui fais oui. J'étais dans un état complètement d'émotion très 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 fort. Et là, j'y vais. Je vais le voir. Alors bien sûr, j'ai attendu pratiquement 1 heure. Je le voyais qui discutait avec les clients. J'étais à la réception. Je l'attendais. Et puis ça a duré 30 secondes. L'entretien, tu as envie de travailler, et ben écoute, là, pas de problème, tu viens tel jour. Et je lui ai dit pas de problème, etc. Je rentre, puis dans la voiture, complètement excité, émerveillé, j'ai été pris par Marc Vera, et je m'empresse de le dire à mon maître d'apprentissage. Puis mon maître d'apprentissage, il me dit mais Jean, moi je comptais sur toi pour la saison d'été, tu sais même pas si t'as ton CAP en poche. Et effectivement, il m'avait dit de venir fin juin. Et on avait le résultat des CAP début juillet, quoi. Et puis, j'étais, moi déjà psychologiquement parti dans cette aventure-là. Je dis, chef, je suis désolé, mais c'est une chance pour moi. Je veux la saisir. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, mais je pense que vous comprendrez. Merci de me laisser ma chance de pouvoir intégrer sa brigade, quoi. Et puis, il me dit un mot qui m'a beaucoup aidé. Il me dit, de toute façon, tu ne tiendras pas. Ce sera beaucoup trop dur pour toi, tu n'as pas assez d'expérience. Et là, je ne pouvais plus le décevoir parce que... Ça fait entrer en compétition, ça aussi. Voilà. Et donc, il m'a dit, tu tiendras pas, ce sera trop dur. Et bingo, il a dit tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire en sorte de pas craquer. Et effectivement, quand je suis arrivé, j'ai eu des grands moments de solitude. J'ai failli craquer plein de fois. J'ai eu des larmes aux yeux beaucoup de fois. Je me suis retrouvé dans ma chambre le soir où c'était très 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 dur. C'est quoi la difficulté là à ce moment-là? C'est le rythme, c'est l'équipe, c'est la hiérarchie. En fait, quand t'es gamin, t'as l'impression t'as le feu en toi, quoi. Donc tu vas là-bas, t'as l'impression de savoir travailler et en fait tout est différent, quoi. De 1 étoile, tu rentres dans un 3 étoiles. Mais là, c'était le rythme est différent. Le niveau d'excellence, il est fois 20, 50, 100. Mais que ça soit de l'assaisonnement à la cuisson, tu as le droit à 0 erreur, quoi. Donc là, c'est une intensité forte d'émotion parce que tu dois tout prendre en considération sur du haut niveau. Et là, waouh. Et donc, quand tu as à peine 18 ans, donc là, ça a été très 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 dur. Ouais. Mais ça a été une école de la vie très forte. Et toutes les années, comment dire, que j'avais pu peut-être un peu délaisser dans ma jeunesse, je les ai vite récupérées là. En tout, je suis resté 4 ans, mais en 2 reprises chez Marc Vera.
parce que j'ai fait une petite coupure pour aller à l'armée. Ah oui, la fameuse. Ouais, parce que je suis 78, j'aurais pu. T'es le dernier là, un peu les derniers. Ouais, je suis le dernier. Et donc du coup, je suis allé faire une petite pause à l'armée. Ça m'a pas fait de mal. Et après, je suis allé faire des expériences aussi chez d'autres chefs étoilés. Puis Marc Vera m'a rappelé pour l'ouverture de Megève. Ah oui. Et là, il m'a plus que séduit de faire une ouverture d'un établissement. Il m'avait un peu raconté son projet. Et puis, ça a été une expérience aussi dingue, folle, de vouloir essayer de raccrocher les 3 étoiles Michelin dans la ferme de mon père. Avec des animaux sous le restaurant, reconstituer une ferme, pareil, souvenir de son enfance, de son éducation, de son père, et de faire lui cette expérience-là. Et j'en garde un souvenir et puis une expérience folle, quoi. Qu'est-ce qui, dans cette cuisine-là, la sienne, imprime à un moment le jeune cuisinier que vous êtes? Qu'est-ce qui vous parle particulièrement? Qu'est-ce qui, dans son univers, résonne avec ce que vous êtes? Alors, il y a certainement un environnement aussi qui... Ce qui résonne déjà, c'est que Marc Vera a été, je pense, que l'un des premiers à soutenir la cuisine de son territoire par son éducation de Manigot, par ce côté un peu campagne, ce côté rural. Et puis de valoriser les poissons du lac. Moi, je me souviens de ce filet de ferrat qui est cuit à la perfection, qui est assaisonné à la perfection et qui associe ça avec une sauce benoîte. Donc, c'est juste un filet de poisson et puis une sauce. Avec une sauce qui est goûtée avant chaque service, rien ne sort sans que lui il ait goûté. Il apporte une excellence dans le goût irréprochable et une cuisson irréprochable avec cette peau de poisson qui est cuite juste croustillant à souhait. Et or que la cuisine française était une cuisine qui est une cuisine très technique et où dans les assiettes c'était assez chargé, on faisait un produit, une sauce, une garniture, donc il avait plusieurs éléments et là il apportait une pureté, une élégance, une simplicité quelque part, un produit, une sauce, dans des assiettes très grandes en verre parce que le verre ça rappelait l'eau du lac. Voilà, donc une créativité, une effervescence, et à l'époque c'était très 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 nouveau. C'était un pionnier d'une cuisine avant-gardiste, quoi. Ouais. Et ça c'était pour moi, fort fort. Je me souviens qu'on faisait une purée de pommes de terre, et il nous faisait mettre de la crème montée à l'intérieur. On disposait ça sur un jus de viande truffée avec des lamelles de truffe. On mettait ça à la minute, une pomme de terre un peu comme dans une esprit de soupe, un peu épaisse. On gratinait ça légèrement sous la salamandre envoyée. Et quand on mangeait ça, on avait une texture gourmande, onctueuse, entre un velouté, entre une purée de pommes de terre. Et à la fin, on tombait sur cette sauce et ces truffes qui t'explosaient en bouche. Voilà, c'est nouveau, alors qu'un apprentissage, j'ai appris à faire une purée de pommes de terre bien gourmande, qu'on mettait avec une viande classiquement, et on faisait pas manger qu'une seule purée de pommes de terre. Donc il a instauré quand même une effervescence de séquences, de plats, avec des produits simples et très très forts, quoi. Voilà. Donc c'est un chef qui est quand même beaucoup inspiré et qui a un petit peu dépollué certains codes de la cuisine française. Et puis c'était un chef qui était hyper charismatique, tout simplement. Et c'est facile ça se passait bien, parce que parfois quand les chefs ont une image, une aura, un poids en cuisine, c'est pas facile de trouver sa place à côté de ce genre de figure. Vous, c'était ça allait? Vous l'avez vécu 2 fois, donc c'est que vous deviez avoir une relation plutôt... Quand tu es commis, tu es chef de partie, ton chef c'est ton mentor, quoi. Donc tu penses pas à la difficulté, tu veux pas le décevoir, t'es avec lui, t'es dans sa roue, tu veux tout faire pour pouvoir l'accompagner, parce que tu crois en lui et il croit en toi et tu veux pas le décevoir, donc
Une brigade, c'est ça, quoi. Une brigade, c'est accompagner ton chef, quoi. Tu vas accompagner ton leader, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est ça qui est fabuleux, quoi. Je veux surtout pas le décevoir, quoi. Et donc je veux tout mettre en œuvre pour pouvoir faire partie de cette effervescence de cette brigade, pour accompagner son art, accompagner On fait bloc. son savoir-faire, quoi. Ouais, ça fait bloc. Ouais. C'est comme une équipe de foot, c'est comme voilà, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, une brigade de cuisine, quoi. Et ça, c'est voilà, j'étais prêt à faire tout pour lui, quoi. Et comment ça s'arrête? Parce que ça s'arrête. C'était comment prend fin cette aventure? Ben, comment on prend fin à cette aventure? C'est qu'à un moment donné, tu as envie aussi de découvrir autre chose, parce que bon ben, on est toujours dans une quête d'émerveillement, de faire bien, de faire très bien, de faire encore mieux. Et puis ben, j'avais le sentiment d'avoir compris un peu sa cuisine, et le sentiment aussi de dire mais comment font les autres? Donc c'est là où j'ai voulu partir aussi en Bretagne. Je suis parti en Alsace chez d'autres chefs pour aussi découvrir d'autres territoires, savoir mais comment ça se passe ailleurs. Ouais. Comment ils font aussi les autres, quoi. Est-ce que je peux prendre aussi d'autres émotions avec d'autres personnalités? Et j'ai rencontré un autre chef qui était passionnant, c'était Patrick Geffroy, qui était à l'hôtel de Carantec. Donc j'ai découvert aussi une autre style de nature, avec d'autres produits qui sont fabuleux, ou avec du homard, avec des produits d'une noblesse extraordinaire, et une cuisine de produits, quoi. Bretagne, Alsace, on s'inspire, on découvre d'autres Et produits. je suis allé aussi chez un disciple de Marc Vera, chez Édouard Loubert, à oui. Lourmarin, Au le sud. plus jeune chef étoilé. Un restaurant aussi, où son restaurant était dans un ancien moulin, une cuisine provençale qui était très inspirante et émerveillante. Donc j'ai fait une expérience qui était assez courte. Petite boucle quand même. Une petite boucle, mais une boucle 3 qui endroits était- différents, qui et on était pour revient- moi très intéressante, où j'ai rencontré de belles personnalités, un chef aussi que j'apprécie énormément. Édouard est une très belle personne, un grand cuisinier aussi. Le premier chef où j'ai fait un stage de 3e chez lui, j'étais toujours resté en contact, il s'appelle Jean-Michel Bouvier. Et puis il savait que j'étais un petit peu en vadrouille, et il me dit mais on m'a appelé pour ouvrir un restaurant à Val Thorens, ils veulent faire un restaurant gastronomique. Et j'ai pensé à toi. Est-ce que ça te dirait pas de venir faire une expérience à la montagne? Et puis de toute façon, au pire, si ça te plaît pas, t'essayes, tu fais une saison d'hiver, et puis si ça te plaît pas, bah tu fais autre chose. En tant que quoi? À quel niveau de Et responsabilité? ben là, c'était en tant que chef. J'avais 23 ans, c'était en 2002. 2300 mètres d'altitude, ils avaient vocation de faire un restaurant gastronomique. Et là, je me retrouve dans un projet tout neuf, à construire une cuisine, à choisir tes tables, à créer ta brigade. Donc vous dites oui aussi tout de bien suite. De cuisine, de salle. Ben, je dis oui, non. Je fais oui, mais non. Et non, mais oui. Et là, qu'est-ce que oui? Donc j'étais déjà en couple avec Magali, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que chez Marc Vera, j'ai rencontré Magali, qui était à l'époque sommelière. Et donc du coup, je l'ai embringué avec moi. Et donc j'avais une facilité, c'est que déjà en salle, j'avais Magali qui pouvait créer la carte des vins, et puis maintenir aussi la salle. Donc on s'est retrouvés tous les deux là-haut. Et puis on est parti dans une aventure. Magali, la neige, c'était pas forcément son truc. Donc elle m'a dit bon, je veux bien essayer, mais on fait pas longtemps. Hein. Oui mais non. Oui mais on va voir. Et puis Et qu'est-ce alors que ça pourquoi représente? le oui mais non? Parce que c'est pas anodin. C'est que j'étais encore dans une phase psychologique où j'avais encore pas fait mon deuil pour travailler encore avec des chefs. Je voulais encore m'affranchir et découvrir encore d'autres chefs
qui me passionnaient, où je les avais déjà mis dans des posters dans ma chambre. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Moi, j'achetais des magazines et je rêvais quand je voyais des Alain Passard, des Pierre Gagnère. C'est des chefs qui me faisaient rêver, quoi, ces chefs-là, parce que ils n'avaient pas une caricature de chef. Mais c'était des figures libres. Hein. Ouais, ils faisaient des cuisines qui étaient quand même pas qu'un récit culinaire, quoi. Ils parlaient pas que d'Escoffier, quoi. Ils parlaient d'une cuisine d'auteur, une cuisine d'émerveillement, de créatif, et je voulais comprendre d'où venait cette créativité, comment ils faisaient pour créer. J'étais persuadé qu'ils lisaient pas forcément une recette, c'est qu'en fait ils écrivaient leur propre recette, et je voulais comprendre comment écrire sa recette, quoi. Voilà. Comment créer. Ouais. Voilà, moi ce qui m'intéressait, c'est pas forcément de lire et exécuter une recette, c'était de m'affranchir une recette, quoi. Et puis j'avais envoyé mon CV chez Passard, et Passard il a pas retenu ma candidature. Et puis Patrick Geffroy connaissait très très bien Pierre Gagnard, et puis il m'a envoyé faire un petit essai chez Pierre Gagnard juste avant que j'étais des restes sur cette expérience et cette aventure de Val Thorens. Et je fais un stage chez Pierre Gagnard, et dans ma tête, je me dis, si Pierre Gagnard, il me prend à rue Balzac, je vais pas à Valto. Donc je vais là-bas, je fais un essai, et là, j'étais tout émerveillé, tremblotant, d'émotion, et dit, ah ouais, chouette, je vais peut-être être embauché. Et là, j'étais prêt à même chef de parti, j'étais prêt à aller dans sa brigade. Hein. Là, j'étais prêt à rétrograder, à dire, j'y vais chef de parti, je m'en fiche, mais je veux travailler pour lui, quoi. Je veux comprendre ce personnage. Mais j'ai fait qu'une semaine chez lui, et c'était une semaine hyper riche et fort en émotion culinaire. De voir ce personnage sans filtre, toujours émerveillé, qui rentre dans sa brigade, il change, il prend d'un beurre mousseux, il y jette des feuilles de verveine dedans, il arrosait comme ça un poisson, et tout prenait sens, et tout était émerveillant, quoi. Et puis à la fin, donc j'ai un entretien avec lui. Il me dit, je t'ai bien observé, j'ai une place à te proposer. Tu sais que je suis sur une ouverture en Angleterre, le sketch en Angleterre, et j'aimerais te proposer une place de chef de parti là-bas. Et là, je le regarde, je suis chef. Ah non, mais moi, ce que je veux, c'est travailler avec vous, quoi. Je veux rester proche de vous, je veux travailler pour vous, quoi. Et donc, du coup, j'ai dit, écoutez, chef, je réfléchis, et en rentrant dans ma terre savoyard, quand je suis arrivé, je l'ai appelé, j'ai dit, chef, écoutez, moi, ce que je veux, c'est travailler pour vous et pas au sketch, donc je décline votre offre et je vous remercie pleinement. Et du coup, j'ai dit, Val Thorens, 2300 mètres d'altitude, on fonce, on y va. J'appelle chef Bouvier, j'ai dit, allez, j'accepte ta proposition, on monte. Et donc là, il fallait tout choisir, quoi. Il fallait choisir il fallait... On part de rien. Non, mais c'est tout con. Mais là, la cuisine, il n'y avait pas de cuisine, quoi. Il a fallu acheter des casseroles. Il a fallu acheter des couverts, des louches, penser à tout ça, quoi. Mais quand t'as 23 ans, qu'on te dit, écoute, qu'est-ce qu'il te faut dans ta cuisine pour t'exprimer ? Mais c'est super difficile, quoi. D'acheter des bacs, acheter des fouets, penser au batteur pour la pâtisserie. Mais en fait, c'est extrêmement dur, quoi. Tu crois qu'en fait, créer une cuisine, à penser à tout ce qu'il faut pour pouvoir animer ta cuisine, mettre en éveil une cuisine,
Et ben en fait, c'est extrêmement dur à penser ton plan de travail ou tes assiettes, acheter tes assiettes. Et ça, vous êtes un peu aidé à ce moment-là ou pas du tout? Ben oui et non. Ouais. Oui et non, parce que en fait, je me suis mis dans une espèce de bulle. Et là, j'ai pensé à toutes les cuisines où je suis passé, tout ce que j'avais vu, comment je prends, quelle assiette je vais prendre. Donc, et ça a été d'une richesse pour moi professionnelle comme jamais. Et puis, du coup, me voilà lancé dans une nouvelle aventure. La première année, donc, avec une clientèle skieur qui venait manger sur le déjeuner. À découvrir qu'à 2300 mètres d'altitude, on cuisine pas comme en plaine. Donc, je me suis retrouvé avec pas mal de difficultés. L'eau ne bout pas à 100 degrés. Donc, sur des cuissons précises, il faut augmenter le temps de cuisson. Par exemple, comme des cuissons d'œufs ou c'est tout bête, mais des pâtes, c'est pas la même. Donc ça, il a fallu du temps pour s'acclimater et comprendre. La pression atmosphérique était pas la même aussi. Et ton palais aussi, il réagit pas de la même manière. Il réagit pas de la même manière. Donc l'assaisonnement n'est pas pareil, quoi. Voilà. Et c'était pas compliqué de faire comprendre à des gens qui venaient de déchausser qu'ils allaient manger quelque chose d'un peu plus travaillé que ce qu'on peut trouver parfois sur des pistes? En fait, là, je me suis retrouvé dans des grands moments de solitude. C'est-à-dire que d'avoir l'envie, ça fait pas tout. On était très excentré de la station, on était au bord d'une piste. Donc il fallait attirer les gens dans ton restaurant, quoi. Et il y a plein de fois où je me suis retrouvé avec des services à zéro, à croiser les doigts pour qu'il y ait peut-être un client. Et des fois, à 8h30, 9h, toujours personne. Et à 9h15, tu avais des clients qui arrivaient et tu le prenais avec grand plaisir, tu rallumais le fourneau et t'attendais et tu te mettais en place pour essayer de prier d'avoir un client qui venait. Et donc la première année, on a été avec des clients qui venaient pas parce que la gastronomie faisait peur, en fait. Parce que dans l'environnement où j'étais à Val Thorens, dans un environnement sportif, la gastronomie faisait peur. On venait pas à Val Thorens pour manger un restaurant gastronomique. Ok, le chef il sort de grand chef étoilé, mais ça faisait pas tout, quoi. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on se dit là? Parce que vous êtes tous les deux, moi je vous imagine, vous et Magali là le soir en se disant on a fait ce qu'on a pu la première année, donc on a baissé la tête, on a assumé tout ce qu'on a pu assumer. Et puis je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour attirer ces clients skieurs, c'est pas possible. Il faut que je trouve quelque chose, quoi. Donc j'ai imaginé un plateau, et sur ce plateau, le plateau du skieur, j'ai créé un plateau du skieur. Sur ce plateau, je suis venu mettre différentes, comme un peu dans l'esprit d'un menu de dégustation, mais tout sur un plateau. Donc j'en ai fait un pot-au-feu de bœuf avec une émulsion de foie gras. J'avais fait une crème brûlée à la chartreuse avec des madeleines chocolat, un cappuccino de courge au reblochon. Et puis j'avais fait une pomme de terre crémeuse au lard avec un mesclin de salade. Et tout ça sur le plateau. Et donc les gens, je suis arrivé à créer une attention à une clientèle skieur qui venait spécialement des Trois-Vallées pour venir ce plateau des skieurs parce que il était super original, il était à prix d'or et puis au moins ils savaient pour le nombre de temps qu'ils pouvaient l'apprécier. Et donc je me suis fait un nom grâce à ce plateau des skieurs. Et puis après, au fur et à mesure que je suis arrivé à remplir le restaurant et à créer de l'attention aux gens de venir découvrir, dire voilà, il se passe quelque chose. Et j'ai créé un menu du jour, j'ai créé une carte gastronomique et au fur et à mesure... On tire le fil.
je tirais le fil. Comment on fait sa cuisine? Et puis un c'est jour... votre cuisine là à ce moment-là, Ah, parce bien qu'il y a sûr. ça aussi. Ah bah ouais. Oui, mais au début, quand on ouvre son adresse, souvent les chefs ils disent ça. Souvent ils disent il faut enlever les vestes qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on cuisine un peu comme. Bah là, on j'avais fait pas un le peu choix. comme. J'étais Marc Vera, c'était que des plantes. Je me retrouve dans une saisonnalité hivernale où là, zéro plante. Je suis entouré de blanc. Donc il a fallu aller C'est chercher ici des ressources culinaires autres que des plantes. Et puis il fallait aussi créer de l'émerveillement avec des choses qui représentaient mon territoire. Donc c'est là où j'ai aussi commencé à dire c'est quoi qui m'anime. Ben je suis un chef savoyard. On m'a dit si un jour tu veux venir grand chef, il faut aller soit à New York, soit à Paris. J'ai dit mais moi je préfère pas être un grand chef et rester dans mon territoire parce que je veux rester chez moi. Le privilège c'est de rester et m'exprimer dans mon territoire. Sur son territoire. Et donc j'ai dit je vais faire une cuisine de territoire, je vais défendre les valeurs de mon territoire. C'est marrant parce que Val Thorens, mine de rien, dans toute sa contrainte, ça vous a permis de vous affranchir de tout et d'aller tout de suite vers vous, finalement, vers ce que vous êtes. Ça vous a obligé de ne Ouais, pas puis penser j'étais- aux références. Puis j'étais dans mon élément parce que moi ce que j'aimais à Val Thorens c'était quand la neige elle tombait, c'était de déneiger ma terrasse. Des fois, la marchandise était bloquée au minuit, donc il fallait vite prendre la voiture, aller chercher parce qu'elle avait trop de neige, le camion était bloqué. Elle avait aussi c'est ça la montagne. La montagne, c'est s'adapter à toute difficulté. Et là, ça va au-delà de la cuisine. Et donc, on s'adapte. Et on est dans un environnement qui est hors norme et on s'adapte de toute difficulté pour pouvoir exprimer son art, quoi. Quand mon grand-père est décédé, ma mère elle me dit tiens, je t'offre ça. C'est la collection des guides Michelin de ton grand-père. Je lui dis ah. Et quand tu vois que l'international, le pavillon était dedans et que mon oncle s'appelait Jean, il avait déjà une étoile Michelin et mes deux oncles s'appelaient Jean et moi je me retrouve Jean, je me dis peut-être qu'il faudrait qu'un jour que le troisième Jean se retrouve peut-être aussi ici dans cette Bible gastronomique. Et ça arrive comment du coup? Et puis je suis à Val Thorens, les gens me disent ça sera pas possible d'avoir une étoile parce que t'as pas de nappe, parce que j'avais zéro nappe j'avais que des tables en bois. Je dis ok, t'es saisonnier donc t'auras pas d'étoile Michelin. T'as pas choisi la bonne station, t'auras pas d'étoile Michelin. Je dis bon, c'est bien. J'aurais pas d'étoile Michelin à Val Thorens. Et du coup, en fait, je me suis dit, on va essayer d'avoir une étoile Michelin à Val Thorens. Je suis pas allé chercher une étoile Michelin pour une étoile Michelin parce qu'en fait, on n'a pas la recette. Je suis avant tout dire, je vais créer ma cuisine, je vais montrer qu'on peut faire bon. Et donc, je suis allé à la quête de créer une effervescence culinaire à 2300 mètres d'altitude et faire comme moi j'aime, quoi. Et donc j'ai pas essayé de chercher à rentrer dans des codes gastronomiques classiques où on met des nappes, on met des couverts en argent. Je suis allé opposé de ça. Mes clients ils rentraient chez moi en chaussures de ski, je leur mettais des chaussons pour venir déguster ma cuisine. Et puis en 2006, plouf, on m'appelle, bravo, félicitations, mais de quoi, comment T'achètes le guide, tu feuillettes le guide. En 2006, une étoile Michelin sur le restaurant L'Oxalis à Val Thorens. Et là, wow, on l'a fait. Et là, c'est que le début d'une belle aventure. Tu reçois des lettres de Bocuse, de Georges Blanc, de Michel Guérard, de tous les plus grands chefs de cette planète qui disent félicitations, en route vers la deuxième.
Alors, t'as déjà pas encore digéré la première, qu'on te dit déjà en route vers la deuxième. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? On est dans quel monde? Ouais. Alors que avant, tant que t'avais pas d'étoile Michelin, t'appelais les vignerons. On disait, vous faisait tout? À Val Thorens? Ah non, à Val Thorens, nous, on livre pas de vin là-haut. On raccrochait. Les fournisseurs, tu leur demandais de venir. Mais en fait, voilà quoi. Et là, tu rentres dans une sphère gastronomique où tout prend une dimension hors norme. Les clients, ils arrivent avec un guide Michelin dans la main. Ouais. Et là, ton restaurant de 0 couvert, il passe à un complet midi et soir. Mais là, tu te retrouves projeté, propulsé. Et puis, ouais, t'es encouragé, t'as envie de faire encore mieux. Ça booste, ça booste, quoi, ça booste. T'arrivais pas à trouver du personnel, là, du coup, tu reçois des CV qui veulent venir travailler avec toi. Mais là, en fait, tout change. Du jour au lendemain, tout change. Et donc, là, tu te prends, une vague, c'est une tempête que tu te prends sur la figure. Et puis, en avant, tu réfléchis pas, t'avances. Et puis, t'essayes de faire grandir ton expérience. Tu changes d'assiette. Tu fais des essais à mort. Tu veux faire grandir tout. Tu regardes tout. T'embauches des personnes en plus pour faire grandir ton travail. Tu raisonnes autrement encore. Et c'est super intéressant, en fait. C'est super intéressant. Parce que du coup, tu augmentes un stock de vin, donc financièrement, tu veux prendre plus de risques parce que tu veux donner encore mieux. Donc pourquoi tu prends plus de risques financièrement? Parce que tu t'embauches plus, parce que tu veux encore plus assumer. Et donc là, il y a une vraie dynamique qui se met en place quand même. Ouais, c'est une vraie volonté là. Ouais. Là, il s'agit pas que de consolider la première là quand même. Là, tu changes de braquet en fait. Là, tu changes de braquet clairement. Tu changes les serviettes, tu changes tout quoi. Tu penses à une expérience sur une globalité et ça va au-delà de la cuisine quoi. Parce que le client, il te fait des réflexions sur tout quoi. Il fait des réflexions, il t'encourage à faire tout grandir quoi. Donc t'as envie de faire tout grandir quoi. Et tout le monde te dit mais comment vous faites pour avoir des étoiles? Comment vous avez fait pour avoir des étoiles? On sait pas. En fait, on n'a pas la recette, on nous dit pas ce qu'il faut faire. C'est à nous de le faire quoi. Et on le fait naturellement, on le fait avec notre tripes, avec notre envie, avec notre expérience, avec l'envie de vous émerveiller. Voilà comment on fait quoi. C'est quelque chose qui vient du cœur, qui vient des tripes et qui vient pas d'autre chose. Voilà, c'est quelque chose de très personnel. C'est personnel quoi. C'est très personnel. Et cette dynamique-là, dans laquelle on s'engage après la première étoile, elle va être confirmée de fait puisque la deuxième va arriver. Quand la deuxième arrive en 2010, je décide de racheter le restaurant et d'essayer d'encore d'aller plus loin dans l'expérience. Donc là, je deviens propriétaire de l'Oxalis. Et puis je veux aller plus loin pour essayer de m'affranchir encore une expérience plus forte et assumer encore plus cette distinction. Et puis les années passent et un matin je me réveille, je me dis putain ça fait déjà 15 ans que je suis là. Oui, c'était un oui mais non à la base. Hein. Ouais, ça fait 15 ans et Magali m'a dit je te promets, je passe pas ma vie là-haut quoi. Je dis bon, là il faut que... Qu'est-ce qu'on fait? Je me vois où dans les 15 prochaines années? Puis je me dis, mais en fin de compte, je me vois pas Val Thorens, quoi. Voilà. Et puis, on avait visité pas mal d'affaires. Bien sûr, ce que je voulais, c'était... j'avais pas fini de payer mon fonds de commerce à Val Thorens, parce que ça fait 5 ans que j'avais acheté mon fonds de commerce. Et je voulais être chez moi. Pour moi, ce qui était hyper important, c'est d'être à mon compte. Et je voulais surtout pas être tributaire de quelqu'un qui me dise ce qu'il fallait faire. Et puis, plusieurs fois, à plusieurs reprises, on parle de l'auberge du Père-Bise, mais alors là, l'auberge du Père-Bise... Institution. Alors là, vous êtes des grands malades, quoi. Ouais. J'ai déjà fait le Mont Blanc, mais l'Everest, c'est dans une autre vie, quoi. Pour les gens qui connaîtraient pas, c'est une institution qui existe depuis le début du XXe siècle, tout début du siècle. C'est une maison qui a été créée en 1903. Ouais, toutes les plus grandes personnalités de cette planète est passées là.
4-5 générations qui tiennent cet établissement. Donc en fait, c'est ficelé, quoi. C'est un établissement qui est imprenable, voilà, qui a un site, sans parler du côté financier, hein, mais historiquement, qu'est-ce que tu veux aller foutre la zizanie là-dedans, quoi, entre guillemets, quoi. Et puis ben, plusieurs reprises, des gens qui me disent si, tu devrais t'intéresser. Donc là, je prends femme et enfant. Et puis on vient à plusieurs reprises à l'auberge du Père Bise. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux? C'est impossible, quoi. Regarde la maison comme elle est. Avec Madame Bise qui était là toujours, qui tenait sa boutique. Une femme d'une droiture extraordinaire, qui a passé 65 ans sa vie ici, qui a tout supporté. Et c'est toute sa vie, c'est cette maison, quoi. Donc difficile de se projeter. Bah ouais, tu te dis, mais je veux pas décevoir, quoi. C'est le bruit de le souffleur qui te gêne? Pas du tout. Je suis en train, à mesure qu'on parle de ce lieu, du coup, je me retourne parce que les gens le connaissent pas forcément. Et on a les pieds, on est sur le lac. Il y a la terrasse devant nous. C'est un lieu qui est sublime. Donc j'imagine que quand on se projette là-dedans, on se dit waouh. C'est pas la beauté du lieu qui m'avait avant tout attiré. Et c'est pas ça qui me faisait douter. C'est l'histoire. Quand t'as 4 générations de gens qui font la notoriété d'une maison, c'est historique, quoi. C'est une maison historique. Et donc c'est une maison où plein de gens sont venus parce qu'un restaurant, une maison, c'est au-delà de manger, quoi. Une maison comme ça, quoi. Il y a des gens qui viennent de génération en génération, qui viennent se ressourcer. C'est un repère de vie, quoi. Une maison comme ça, c'est un repère de vie, quoi. Donc c'est au-delà d'un émerveillement culinaire, quoi. Et donc on peut pas dire, c'est pas un jouet, quoi. Une maison comme ça, c'est pas un jouet, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'on bascule alors? Parce qu'aujourd'hui on y est, on se parle entre ces murs. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous êtes dit et pourquoi pas? Ben, en fait, j'avais tellement envie de trouver un refuge pour pouvoir continuer mon aventure professionnelle, mon chemin de vie professionnel. Et puis un jour, les planètes s'alignent et tout devient au vert. C'est-à-dire que la famille Bise avait décidé qu'ils étaient prêts à me laisser leur affaire et que j'étais le successeur de cette dynastie. Les banquiers, j'avais trouvé la banque pour me suivre. Et là, on se retrouve avec une date pour signer. Et là, c'est l'appel du vide. La peur. Mais la peur où tu dors plus, tu cherches un chemin pour faire demi-tour, mais tu trouves pas de chemin. T'es aspiré par le fond, tu veux sortir, mais tu sais plus comment faire. Et là, j'ai Magali qui me dit, je lui dis, mais Magali, on fait quoi? On y va, on n'y va pas, on fait quoi? Parce que on sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on aura, ce qu'on va retrouver, quoi. Elle me dit, écoute Jean, ça fait des années que tu me saoules avec ton projet, on y va. Et là, en fait, c'est ce que j'avais besoin d'entendre, quoi. Je reprends l'auberge du Père Bise avec son équipe, avec une quarantaine, plus de 40 personnes. Ça, c'est un sujet. Hein. Moi, c'est pas facile. Je reprends Val Thorens. J'avais pas cédé Val Thorens. Et donc là, je pars dans un espèce de truc, mais là, je deviens chef d'entreprise, sportif de haut niveau, cuisinier. Parce que les deux vont coexister. Là, je mets en route toutes mes casseroles. Et... Non, mais Val Thorens va continuer de tourner Val Thorens, bah oui, je continuais à Val Thorens. Je faisais donc je signe le 2 novembre 2016 l'auberge du Père Bise. Je pars de dire que je veux tout casser l'auberge du Père Bise pour passer l'hôtel en 5 étoiles, pour passer l'hôtel 5 étoiles. Faut trouver un endroit pour mettre un ascenseur, parce que sans ascenseur, c'est pas possible d'avoir. Voilà, je refais des chambres. Je crée un nouveau restaurant parce que le modèle économique c'est tout moi qui fais ça. C'est-à-dire que le modèle économique aujourd'hui, un seul restaurant, ça ne peut pas fonctionner.
Donc je crée, où il avait 2 chambres dans la petite maison à l'entrée, j'en crée un bistrot. Un bistrot, ouais. Je refais toutes les cuisines, donc je recrée une cuisine pour le 1903, je recrée les cuisines pour le restaurant gastronomique. On change l'entrée, parce que l'entrée est sur le côté, on voulait mettre l'entrée, quand tu rentres, t'es face au lac, quand tu sors, t'es face aux montagnes, parce que c'est quoi qui est ma cuisine? C'est une cuisine entre lac et montagne, voilà, c'est toute ma vie, c'est ça, quoi. Je suis né les pieds dans l'eau, au lac du Bourget, à Aix-les-Bains, ma ville natale, et je suis né dans un environnement rural, dans une montagne, dans le col de l'Épine. Donc voilà, pour moi, c'était l'entrée, il faut la changer. Voilà, je suis dans mon univers, je suis là, je suis chez moi. Ah, c'est top, je suis dans un lac alpin, avec les montagnes qui m'entourent. Et donc, tout se met en route, l'émerveillement, l'envie de tout faire bien tout de suite, mais sans enlever le nom de l'auberge du Père Bise. Pour moi, c'était hors de question de venir casser cette image. Bien sûr. Le logo, on l'a fait 1903, c'est l'année de création. Auberge du Père Bise, c'est le site. Et Jean Sulpice, voilà, c'est la nouveau nouvelle ère. chapitre, nouvelle ère qui arrive, voilà. Et puis là, le 5 mai 2017, on ouvre l'Auberge du Père Bise. Là, c'est la grande fanfare. Hein. Là, on se demande ce qui se passe, les clients qui arrivent. Qui étaient quand même assez déstabilisés, les clients, parce que ouais, mais ils trouvaient plus en fait l'auberge d'avant, ils étaient complètement déboussolés, hein. Ils allaient au 1103, ils croyaient, donc le nouveau restaurant que j'avais créé, ce bistrot, ils croyaient que c'était l'auberge du Père Bise, ils voyaient un chef arriver qui avait 2 étoiles, ils croyaient qu'il avait 2 étoiles. En fait, c'était un espèce de checker, tout le monde comprenait plus rien. Et puis nous, on est resté dans notre droiture, notre envie. On est venu avec notre personnel de Val Thorens, le personnel d'ici, des nouvelles équipes. Donc on avait 3 ambiances d'équipe. Ouais. Il a fallu évoluer avec tout ça. Et au fur des années, on a créé une nouvelle équipe. Est-ce que la cuisine a beaucoup changé? Comment vous l'avez... Parce qu'il y a ça aussi, oui, on se parle du lieu, de la représentation, du symbole et de l'image de l'auberge. Dans la restaurant gastronomique, j'ai tout de suite fait ma cuisine. J'ai tout de suite fait ma cuisine. C'est-à-dire que j'ai fait ma cuisine à moi, j'ai pas fait la cuisine du Père Bise. Ouais, bien sûr. En 1903, j'ai fait, et à la boutique, j'ai fait des petits clins d'œil de l'auberge. Un peu trait d'union. Là, on se parle du bistrot. Un peu de trait d'union, pour pas non plus... casser l'histoire comme ça. Oui, parce que parfois il y a des plats mythiques que les gens viennent chercher dans ces endroits. Ouais, tout à fait. Par contre, moi, je voulais pas faire du réchauffé. De toute façon, j'ai jamais travaillé avec les Bises. Ils m'ont donné 0 recette. Et puis, je voulais. Puis c'est pas l'idée. Je voulais faire ma cuisine à moi. Donc, j'ouvre un nouveau chapitre avec ma cuisine à moi, quoi. Voilà. Donc au début, il fallait le temps que tout le monde l'accepte. Et puis surtout, il fallait aussi créer son équipe. Et en fait, je me suis aperçu très rapidement que les équipes de l'auberge, savaient pas le faire. Les équipes de Val Thorens savaient pas le faire. Et donc, il fallait reconstituer une nouvelle team. Une nouvelle équipe, quoi. Un nouveau élan, quoi, tout simplement. Pourquoi ils savaient pas le faire? Pas parce qu'ils étaient pas bons. D'autres codes, des habitudes. Parce que, voilà, c'est qu'en fait, je les avais formés. Ils étaient formés dans un univers que moi, déjà, psychologiquement, j'étais projeté sur un nouveau élan, quoi. J'étais plus à Val Thorens, j'étais plus à l'auberge, j'étais dans un autre univers. Je voulais chercher encore autre chose, plus mes axes de créativité, d'émerveillement et de ressources étaient plus les mêmes. Donc j'étais dans une autre métaphore, une autre sensibilité. J'étais plus dans le même moule, quoi. Il y a combien de gens autour de vous? Aujourd'hui, par exemple, en cuisine, la team Sulpice en cuisine, elle représente quoi? Elle représente 120 salariés dans l'auberge du Père Bise, parce qu'on a créé un spa, on a une boutique, on a un hôtel, on a 2 points de restauration, on a un bar. Et donc, on a 120 salariés avec... qu'on entend. Une trentaine de chefs de service qui nous accompagnent pour créer l'émerveillement de cette maison. Et s'émerveiller avec nous aussi. Ouais. Et ça va bien avec l'effervescence, parce que vous savez que c'est le mot que vous employez le plus. Effervescence. Ouais, ça va bien. C'est un mot qui vous caractérise.
Ouais, je sais pas. C'est le mot que vous employez le plus. Effervescence. Ouais, bah après, voilà, on anime le vivant, donc le vivant d'une histoire, le vivant d'une équipe, et c'est avec C'est un mot qui va bien à votre cuisine? l'effervescence. Ouais. Ouais, peut-être, certainement, ouais. Ouais. Je sais pas, c'est le client c'est mes clients qui doivent me le dire, ouais. En fait, moi, je me mets nos limites. C'est-à-dire que je suis toujours à l'intérieur de moi un enfant. Tout est à écrire. Je veux toujours garder cette magie d'être émerveillé et de pas avoir la peur ou la conscience de quoi que ce soit pour créer l'émerveillement, quoi, dans l'assiette et dans tout. On veut pas faire une cuisine pour être créatif ou pour créer. On veut juste faire une cuisine qui accompagne cet environnement. Des fois, je rencontre quelqu'un qui m'émerveille. Donc ça peut être un producteur qui, en lui, je sens quelque chose. Et naturellement, il fait un produit. De son produit, je n'ai pas envie de le décevoir. Et je veux vraiment l'associer au mieux. Je veux le sublimer. Je veux vraiment faire une recette qui crée une différence. Je veux faire au-delà du bon. Bon, tout le monde sait faire. Moi, je sais faire du bon. Mais quand on vient dans une table gastronomique, on veut pas un repère naturel. On veut pas de repère. Et c'est ça qui est important. Je veux faire voyager les gens. Voilà. Et pour moi, ce qui a toujours été important, c'est pas de faire de la cuisine pour faire de la cuisine. C'était de trouver un refuge, un repère gastronomique pour aller au-delà de l'assiette. Et c'était l'évidence de ce territoire. Depuis le début, pour vous, c'est l'évidence, ce territoire. Vous savez pourquoi vous avez jamais voulu... Parce que je suis heureux ici. Je suis heureux, je suis émerveillé, je m'épanouis. Pourquoi changer? Pourquoi partir ailleurs? Ah mais parce que parfois le bonheur il dure pas, on sait pas, parfois on est... Mais le bonheur c'est moi qui le transmets, le bonheur c'est moi qui le fais. Parce que si je suis ici, voilà quoi, Votre bonheur c'est de descendre en VTT au restaurant? Je vous ai vu tout à l'heure vous chantonnez sur votre VTT. Ouais. Ah tu vas gauler. Ça ressemblait être un moment de bonheur. Bah ouais, c'est unique quoi d'être là. Bah je suis comme un enfant et j'évolue dans ce monde de brut et à continuer à créer de l'émerveillement tout simplement. Émerveillement. Voilà un mot qui est revenu souvent dans notre échange. Un mot qu'on n'emploie plus trop à mesure que nos vies s'écrivent. Un sentiment qu'on oublie quand on croit avoir déjà beaucoup vécu. Un mot que seuls celles et ceux qui ont su garder leur âme d'enfant n'ont pas peur de revendiquer. Un mot qui va bien aussi à ce que j'ai ressenti à la fin de mon déjeuner à l'auberge du Père Bise. J'ai toujours été perplexe en entendant dire qu'une émotion vive était à portée d'une table. Je me suis toujours dit que les commentateurs en faisaient trop quand ils se disaient bouleversés par la cuisine d'un chef. Mais ce jour-là, à la fin du repas, j'ai plié tranquillement ma serviette, j'ai quitté ma table et j'ai fait quelques pas pour rejoindre la rive du lac. Le soleil perçait par endroits et faisait rayonner ce décor irréel, et moi, je revenais d'une balade. Le genre de balade dont on se souvient toute sa vie. Ce déjeuner, je l'ai vécu en repensant à l'histoire du chef et tout était aligné. Il m'avait pris par la main à la première bouchée et je l'avais suivi dans les forêts, vers les sommets. J'avais respiré l'air du mont Verrier et on était redescendu sur l'eau pour terminer. Les écrevisses étaient caressées d'estragon, la ferra nageait dans l'eau de cresson, l'agneau était parfumé du foin des alpages, l'épicéa tutoyait le citron, le pollen constellait les légumes de printemps, le chocolat enrobait le safran. Merci, chef, pour ce moment et cette promenade d'une authenticité rare. Merci à toute l'équipe de l'auberge du Père Bise et merci à vous, bien entendu, de nous avoir suivis dans cette randonnée intime. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, à noter ce podcast et à le partager avec vos amis passionnés de gastronomie. N'hésitez pas, évidemment, à prendre la route de Talloires.
Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Le succès de ce podcast fait chaud au cœur. À la semaine prochaine donc, pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!